Nous sommes au tout début de l'année 1942. La guerre fait rage en Russie et en Afrique du Nord. Ce qui n'était qu'une menace, l'invasion de la Malaisie et de Singapour par les Japonais, va devenir une réalité. Or, il était impensable pour les Anglais que l'île qu'ils avaient baptisée le Gibraltar de l'Orient puisse tomber. Et pourtant elle tomba. Et cette chute allait avoir des conséquences terribles. Quelques 80 000 Britanniques furent faits prisonniers à Singapour et 50 000 en Malaisie. Le Premier ministre britannique, Winston Churchill, en parla comme le pire désastre et la plus importante capitulation de toute l'histoire britannique. Mais avant que ces événements de 1942 ne se déroulent, les Japonais avaient dû neutraliser les possibilités d'intervention américaine. Ils étaient à la recherche de nouvelles ressources. Ils avaient perdu 93% de leur approvisionnement en pétrole après que le président des États-Unis, Franklin Roosevelt, ait ordonné l'embargo en juillet 1941. Les Japonais avaient la chance d'avoir signé un accord d'approvisionnement en pétrole avec les Hollandais, mais ceux-ci à leur tour décrétèrent l'embargo. Privé de pétrole, de métaux et d'autres ressources naturelles, le Japon ne pouvait faire marche arrière sans perdre la face. Il lui fallait coûte que coûte trouver les approvisionnements indispensables autre part. Il en existait dans le Pacifique Sud. La flotte américaine du Pacifique était la seule force capable de dominer la marine japonaise. Les Américains avaient des bases aux Philippines qui pouvaient menacer les communications entre les îles japonaises et l'Inde. Tous les pétroliers se dirigeant vers le Japon devaient traverser le détroit de Luçon tenu par les Américains. Le 7 décembre 1941, l'aviation impériale japonaise avait détruit à Pearl Harbor une partie de la flotte américaine et de son aviation. Ce raid fut d'une telle audace qu'il défiait l'imagination. Le président Roosevelt résuma la situation ainsi: une date marquée à jamais du sceau de l'infamie. L'Amérique ne pouvait plus rester alors isolationniste. La guerre n'allait plus être un conflit uniquement européen, il allait devenir mondial. Le 8 décembre 1941, le Congrès américain vota l'état de guerre contre le Japon. Le 11 décembre, les pays de l'Axe déclarèrent la guerre aux USA. Le Congrès reconnut immédiatement l'existence d'un état de guerre avec l'Allemagne et l'Italie. Les USA étaient désormais engagés sur tous les fronts. Le conflit dans le Pacifique et la guerre en Europe avaient des causes différentes. Une des raisons de leur imbrication fut la décision d'Adolf Hitler de déclarer la guerre aux USA dans les heures qui suivirent l'attaque japonaise de Pearl Harbor, et ce, alors que les Japonais ne lui avaient demandé aucune aide. Combien même l'aurait-il fait qu'il n'aurait eu finalement pas grand-chose à proposer. Certains, aux USA, s'inquiétaient que leur pays se trouve engagé à la fois dans le Pacifique et en Europe, mais la déclaration de guerre d'Hitler avait pour conséquence essentielle que les deux plus grandes puissances militaires et industrielles, l'Amérique et l'Union soviétique, étaient désormais contre lui. La principale cause de la guerre dans le Pacifique était la décision japonaise d'étendre son empire. Ce que les Britanniques avaient fait un siècle plus tôt, le Japon voulait à son tour le faire. Angleterre et Japon, deux nations insulaires qui avaient besoin d'importer leurs matières premières. L'Angleterre avait combattu et conquis bien des terres étrangères, plaçant leurs riches ressources sous la bannière de son empire. Le Japon voulait l'imiter. Pour les Japonais, la notion de guerre mondiale n'existait pas. Pour eux, il s'agissait de la Grande Guerre asiatique,
Un conflit qui n'avait pas commencé en 1939, mais bien en 1931 avec l'invasion de la Mandchourie. La Chine était le principal adversaire. Avec 65 millions de bouches à nourrir, le Japon avait compris que le seul moyen de satisfaire sa population passait par une expansion territoriale. Les Japonais s'étaient révélés des envahisseurs cruels en Chine, cherchant la gloire de leur empire, mais aussi les richesses qui se trouvaient au-delà de ses frontières pour accroître le développement de son industrie. Or, les ressources dont le Japon tentait de s'emparer étaient alors entre les mains des puissances coloniales européennes. Les Français étaient en Indochine, les Hollandais en Indonésie et les Anglais en Malaisie, à Singapour et en Birmanie. Les puissances coloniales étant engagées dans la guerre en Europe, leur capacité militaire était limitée en Asie. Le Japon saisit cette opportunité pour attaquer. Mais si le Japon voulait connaître le succès dans son attaque des vieilles puissances coloniales, il devait empêcher la flotte américaine de venir à leur secours. L'attaque de Pearl Harbor leur laissa le champ libre. Le Japon frappa fort et vite, attaquant les possessions américaines dans le Pacifique, les Philippines, les îles de Wake et Guam. Il en allait de même pour l'île de Midway, victime de la puissance des navires de guerre japonais. Ce schéma se répéta encore et encore. Les Japonais passèrent alors à l'offensive sur le continent asiatique. Hong Kong, que les Japonais surnommaient la citadelle de l'impérialisme britannique en Chine, fut touché par des bombardements aériens et navals. Des aérodromes en Malaisie furent dévastés par la très forte aviation impériale et Singapour fut bombardé. Les troupes japonaises débarquèrent au nord de la Malaisie et dans le sud de la Thaïlande. La principale base aérienne des Philippines, Clark Field, fut elle aussi attaquée. Aux Philippines, l'île principale, Luçon, fut touchée, tout comme Bornéo, où une unité alliée, un bataillon indien du 15e régiment Punjab, réussit à résister pendant 10 semaines avant d'être anéanti. Après une semaine de combat, le jour de Noël 1941, la garnison britannique à Hong Kong capitula. Elle avait tenu plus longtemps que prévu. Isolée à la pointe sud-est de la Chine, Hong Kong avait été très vite considéré comme perdu, car les 6000 défenseurs devaient faire face à 40 000 Japonais. Lorsque les réservoirs de la colonie furent pris, il ne resta plus à la garnison qu'à se rendre. La campagne japonaise en Birmanie prit un peu plus de temps. La Birmanie était l'objet d'un important enjeu. Elle permettait aux Britanniques d'avoir un accès direct vers l'Inde, le joyau de la couronne coloniale. Depuis 1938, la route de Birmanie qui allait de Mandalay à Kunming avait été la seule route d'approvisionnement terrestre pour les forces nationalistes chinoises qui combattaient les forces nippones. Pour les Américains, persuadés à tort que la Chine allait contribuer de façon significative au combat pour vaincre le Japon, il était essentiel que cette route reste ouverte et que la Chine demeure approvisionnée. La Chine, ayant déclaré la guerre à l'Allemagne, au Japon et à l'Italie, faisait partie du camp allié. Le général américain Joseph Stilwell, surnommé Vinegar Joe, rejoignit le chef de la Chine nationaliste, Chiang Kai-shek, comme chef d'état-major. Bien que couronnés de succès dans un premier temps pour avoir repoussé une attaque japonaise le 15 janvier, leur succès fut de courte durée. Les Japonais étaient déjà en Birmanie et ils n'avaient pas l'intention de laisser la jungle impénétrable freiner leur progression. Lorsque les routes étaient bloquées, ils passaient par les sous-bois. Les forces britanniques en Birmanie furent incapables de stopper leur avance.
Le principal objectif du Japon était Rangoon, le seul port de Birmanie. Ils l'atteignirent et le conquirent au début du mois de mars. En prenant le contrôle de l'extrémité birmane de la route, les Japonais n'avaient pas seulement mis la main sur les riches ressources en pétrole et en caoutchouc que la Birmanie recelait, mais ils fermaient aux Alliés leurs liens avec le territoire chinois. La Birmanie allait rester aux mains des Japonais jusqu'en mai 1945. Aux Philippines, qui étaient devenues officiellement territoires américains en 1902, les forces alliées étaient commandées par le général Douglas MacArthur. Les mois qui précédèrent le conflit furent calmes et employés à l'inspection ou à l'entraînement des troupes. Les officiers et leurs épouses consacraient leurs soirées et leurs week-ends à des réceptions mondaines ou à des tournois de golf, tandis que les soldats profitaient des délices des bars de Manille. Défendre les milliers d'îles qui composent les Philippines relevait du cauchemar. Elles se trouvaient à quelques 10 000 km de la côte ouest américaine, mais à seulement 400 de Formose, tenues par les Japonais. Pour les défendre, le général MacArthur disposait de 2 divisions de troupes régulières, soit 16 000 soldats américains et 12 000 Philippins. Il pouvait faire appel au renfort aux milliers de miliciens philippins, mais ils étaient sous-entraînés et mal équipés et ne constituaient en aucun cas une force capable de s'opposer efficacement à la puissance de l'armée impériale. Les stratèges américains avaient développé 2 plans pour contrer la possible attaque japonaise. L'un pour la Navy, l'autre pour l'armée de terre. La marine prévoyait de combattre au cœur du Pacifique Centre pour une action décisive contre la flotte japonaise. L'état-major ne voyait aucun moyen de sauver les Philippines et favorisait une défense stratégique le long d'une ligne allant de l'Alaska au Panama en passant par Hawaï. Mais laisser tomber les Philippines était politiquement impossible. Alors des efforts désespérés furent entrepris pour renforcer les défenses des îles. Le général MacArthur et le chef d'état-major, le général George Marshall, qui commandaient les forces US à Hawaï, surestimèrent les capacités de leurs propres forces et sous-estimèrent grandement la puissance et les capacités militaires des Japonais. En particulier, ils surestimaient la puissance du nouveau bombardier B-17, forteresse volante, dont quelques exemplaires furent envoyés aux Philippines dans les derniers jours de paix. Mais cet effort était trop tardif et insuffisant. La flotte US du Pacifique était bloquée à Pearl Harbor. L'aviation japonaise avait les mains libres pour s'occuper des Philippines et clouer au sol l'US Air Force. Le Japon avait la suprématie dans les airs. Lorsque leur stock de torpilles fut détruit au cours d'un bombardement, les sous-marins US devinrent inutiles. L'armée américano-philippine de MacArthur tenait seule l'île principale de Luçon. L'armée japonaise débarqua dans le nord de Luçon le 22 décembre 1941 et commença à avancer vers le sud en direction de Manille. Dans un premier temps, MacArthur pensait affronter les Japonais sur les plages. Mais sans aviation, il ne put que faire appel à la toute petite flotte américaine d'Asie, incapable d'affronter les Japonais en pleine mer. Bien que les soldats américains et philippins constituent d'excellentes troupes, elles n'étaient pas assez nombreuses pour faire face. Après 2 semaines de combats acharnés, les troupes philippines et américaines se retranchèrent dans la péninsule de Bataan, sur la côte occidentale de la baie de Manille. Là,
MacArthur pouvait mener une stratégie de défense, en rétrécissant ses lignes et en utilisant la zone montagneuse et couverte de jungle à son avantage. Mais il ne pouvait pas empêcher les Japonais d'utiliser le port de Manille. Peut-être pourrait-il tenir assez longtemps pour que des renforts lui soient envoyés depuis les USA. Les Alliés ne devaient pas seulement résister aux balles et aux obus. Les Japonais avaient aussi lancé une guerre de propagande à partir du ciel en lançant des milliers de tracts sur les troupes, leur annonçant qu'il n'y avait aucun espoir, sinon celui de se rendre. Mais il n'y eut pas de capitulation. Le 26 décembre 1941, MacArthur déclara Manille ville ouverte. Il ne pouvait plus combattre pour elle. Le 2 janvier, Manille et la base navale US de Cavite furent prises. MacArthur dirigeait les opérations depuis son PC dans l'île forteresse de Corregidor. Bien que la péninsule de Bataan ait été bien fortifiée, elle était en surpopulation. On y dénombrait 106 000 soldats et civils. Il n'y avait pas assez de munitions, pas assez de nourriture. Les forces américano-philippines décimées par la dysenterie et la malaria continuaient de combattre. Les maladies et le manque d'alimentation firent plus de victimes que l'ennemi. Au mois de mars, il était devenu évident qu'aucune aide des USA n'arriverait. Les troupes alliées tenaient vaillamment depuis 4 mois. Cette tentative de tenir les Philippines était courageuse, mais elle était inévitablement vouée à l'échec. En février, MacArthur reçut l'ordre du président Roosevelt de se retirer. Le 12 mars, il embarqua à bord d'une vedette à moteur avec de nouveaux ordres pour prendre le commandement des lignes de communication entre l'Australie et l'Amérique qui étaient maintenant menacées. Alors qu'il quittait les Philippines, il déclara « Je reviendrai ». Cette phrase devint un cri de ralliement pour les Alliés. Après le bateau, MacArthur embarqua à bord d'un avion à destination de Darwin, en Australie, depuis l'aérodrome de Del Monte, Mindanao, dans un B-17 dont un moteur avait des ratés. Le vol, qui dura 5 heures, le transporta avec son état-major au-dessus des îles des Célèbes, du Timor et de la partie nord de la Nouvelle-Guinée, désormais aux mains des Japonais. Parfois, il leur fallut éviter des chasseurs zéro. Lorsqu'ils atteignirent enfin Darwin, une attaque japonaise empêcha l'atterrissage. Ils se déroutèrent alors vers l'aérodrome de Bachelor à près de 100 km de là. Lorsqu'ils descendirent de leur appareil, MacArthur fit la remarque suivante. « Ça a été juste, mais c'est la guerre. On gagne, on perd, on vit, on meurt. Et ce qui fait la différence, c'est juste un clignement de paupières. » Certains officiers de la marine ne donnaient à MacArthur qu'une chance sur 5 de parvenir à s'échapper des Philippines. Sur les ondes radio, Tokyo Rose avait annoncé que les Japonais cherchaient à le capturer. Mais MacArthur et sa famille avaient réussi, et c'est à partir de sa nouvelle base en Australie qu'il allait conduire les opérations suivantes. Il lui fallut 2 ans avant qu'il ne puisse tenir son pari. En octobre 1944, il revint aux Philippines à la tête d'une force d'invasion américaine. Une des principales motivations de la politique expansionniste japonaise était de trouver des approvisionnements en pétrole pour compenser le manque, conséquence de l'embargo US. Disposant seulement de 18 mois de réserve, la machine de guerre japonaise envahit l'Indonésie hollandaise le 11 janvier, une zone pétrolifère importante.
Une force rassemblant des Américains, des Anglais, des Hollandais et des Australiens, sous le commandement du général Wavell, fut créée pour protéger les îles qui formaient une chaîne au nord-ouest avec Sumatra et qui se prolongeait vers le sud et l'est avec Java, Bali, Flores et Timor, cette dernière se trouvant à quelques 800 km des côtes de Darwin, en Australie. Lorsque le général Wavell en prit le commandement, les perspectives n'étaient pas bonnes du tout. Les forces hollandaises étaient éparpillées à travers les îles dans de petites garnisons. Le soutien aérien était pauvre, il n'y avait aucun porte-avions pour assurer le soutien naval. Les Japonais attaquèrent le sud de Sumatra le 13 février avec 700 parachutistes. Java était également directement menacée. Sur ordre de Churchill, Wavell partit pour l'Inde. Il laissait les forces hollandaises sous le commandement de l'amiral hollandais Helfrich, 3 bataillons australiens, un escadron de chars anglais et 5 escadrons de la RAF. Ensemble, ils engagèrent les Japonais dans ce qui est devenu la bataille de la mer de Java. C'était une action courageuse, mais qui ne parvint pas à stopper les Japonais. Le temps que les forces d'invasion japonaises débarquent, la marine alliée à Java avait fini d'exister. Sans couverture aérienne ni soutien naval, la résistance au sol fut courte. L'amiral Helfrich se rendit le 8 mars. Simultanément, les forces impériales japonaises progressaient à travers la jungle de Malaisie en direction de l'objectif prioritaire que constituait Singapour. Les Anglais y étaient implantés depuis 1819 lorsque Sir Thomas Stamford Bigley Raffles y avait fondé un comptoir commercial. Ce devint sans tarder un poste avancé britannique important et le développement rapide de Singapour et de la British East India Company incita les Britanniques à y rester. En 1824, le statut de Singapour comme possession britannique fut scellé par un accord anglo-hollandais qui divisait l'archipel malais entre 2 puissances coloniales. Les Anglais contrôlaient la zone au nord du détroit de Malacca, dont Penang, Malacca et Singapour, tandis que les zones au sud étaient attribuées aux Hollandais. Les Britanniques avaient aussi des intérêts en Malaisie, au nord de l'île de Singapour. C'était devenu une source importante de caoutchouc et d'étain. Vers 1910, l'application des lois britanniques sur les territoires malais fut établie. Les territoires du détroit devenaient colonies de la couronne, dirigées par un gouverneur sous la supervision du Bureau des Affaires coloniales à Londres. Tous les habitants, dont plus de 50% de Chinois, devenaient des sujets britanniques, sans considération de race ou d'origine. Ils faisaient désormais face à l'invasion japonaise. En 1940, comme premier lord de l'amirauté, Winston Churchill avait été responsable de la défense de Singapour. Il était convaincu que si l'île devait être attaquée, ce serait par la mer. Il informa ses collègues du cabinet que Singapour est une forteresse armée avec 5 canons de 15 pouces et dotée d'une garnison de 20 000 hommes et ne pourrait être pris qu'après un siège mené par une armée d'au moins 50 000 soldats. Un peu plus loin, il faisait remarquer que Singapour était aussi éloigné du Japon que New York l'était de Southampton. Il pensait qu'il était impossible de soutenir les soldats et de les approvisionner en munitions à une telle distance. Pour lui, il était impensable que les Japonais, qu'il décrivait comme un peuple prudent, puissent étendre leur emprise au-delà de la mer Jaune et de la Chine qu'ils occupaient déjà. Sûrement, ils ne s'embarqueraient pas dans une entreprise aussi risquée si loin de chez eux. Churchill avait tort. Churchill déploya 2 navires de guerre, le HMS Prince of Wales et le HMS Ripples. Le HMS Prince of Wales était un cuirassé de la classe King George V. Le Prince of Wales avait eu jusque-là une courte mais active carrière, ayant participé aux opérations contre le Bismarck et ayant transporté Churchill jusqu'à la conférence de Terre-Neuve. Le HMS Ripples était un croiseur de combat de la classe Renaud.
l'avant-dernier navire de ce type construit. Il avait également participé à la chasse au Bismarck. L'Amirauté avait prévu qu'un porte-avions les accompagnerait, mais cette décision ne fut jamais concrétisée. Le HMS Ripples quitta Singapour en compagnie du HMS Prince of Wales et de 4 destroyers pour tenter d'intercepter les convois japonais qui fonçaient vers la Malaisie. Mais cette chasse aux envahisseurs ne fut pas couronnée de succès et les navires reprirent la direction du sud. C'est à ce moment que les avions japonais entrèrent en action. La flotte fut attaquée par 86 appareils. Sans la protection d'un porte-avions, les navires étaient vulnérables. Cette force navale que les Britanniques pensaient être une dissuasion insubmersible fut coulée, laissant les côtes de la Malaisie sans défense. Le général Yamashita était alors libre de progresser. Son assaut contre Singapour allait être effectué par la Malaisie, alors que les Britanniques avaient tardé à envoyer des troupes vers le nord depuis Singapour. Constat évident, la Malaisie était mal défendue. La première opposition que les Japonais rencontrèrent fut celle du 3e corps de l'armée indienne qui défendait la côte. Ils furent rapidement isolés et forcés de se rendre. Parce que la 25e armée japonaise était numériquement inférieure aux Alliés, le général Yamashita concentra ses forces. Il disposait de 30 000 hommes alors que les Alliés en avaient 100 000 de plus. Mais en dépit de cette infériorité, les Japonais frappèrent fort. Le 14 janvier, une compagnie d'Australiens montèrent une embuscade contre des troupes cyclistes japonaises qui profitaient d'une brèche dans les défenses pour se diriger vers le pont de la rivière Sonjei Jemenche. En dépit des lourdes pertes infligées aux Japonais pendant l'accrochage, les Australiens furent forcés de se retirer. Les Alliés étaient désemparés quand les Japonais quittaient les routes pour s'infiltrer à travers la jungle. La jungle aurait dû les ralentir, mais eux n'utilisaient pas de camions, ils marchaient ou utilisaient des bicyclettes. Les forces japonaises étaient plus efficaces dans le soutien aérien, la coordination, les tactiques et l'expérience. Les Anglais avaient largement sous-estimé les capacités militaires de leur adversaire. À Bornéo, en Malaisie, à Singapour, les pilotes mal entraînés et leurs avions dépassés ne pouvaient concurrencer l'aviation japonaise. Leurs avions de chasse, en particulier le Mitsubishi A6M-0, étaient l'arme principale de cette supériorité aérienne. Les combats continuaient en Malaisie et parallèlement, les Japonais poursuivaient les bombardements stratégiques contre Singapour. Les Britanniques faisaient du mieux qu'ils pouvaient pour maintenir ces bombardiers à distance avec leurs canons anti-aériens tant qu'il leur restait des munitions. Les autorités décidèrent d'évacuer les femmes et les enfants et beaucoup ne revirent jamais leur mari ou leur père. La défaite était imminente. Tous les navires disponibles furent mobilisés en urgence pour évacuer les civils. L'Empire Star, conçu pour ne transporter qu'un petit nombre de passagers, était rempli de plus de 2000 réfugiés. Mais la coordination craqua et l'évacuation devint chaotique. Les avions ennemis attaquaient les navires et des milliers de civils se noyèrent. D'autres ne survécurent à la noyade que pour être exécutés par les troupes japonaises qui les attendaient sur les plages de Bangka. Pendant que se déroulaient en Asie ces tragiques événements, d'autres drames se passaient en Europe. Dès son accession au pouvoir en 1933, Hitler imposa les lois de Nuremberg, dépouillant les Juifs de leurs droits et de leur citoyenneté. Il ne faisait aucun secret de son antipathie envers les Juifs et parlait de leur suppression par tous les moyens. En 1941, les premiers camps d'extermination commençaient à se construire. Belzec, Sobibor, Treblinka, Chelmno, Majdanek et finalement Auschwitz-Birkenau. Le 20 janvier 1942, une conférence eut lieu dans une villa du quartier de Wannsee à Berlin. Cette réunion avait pour but de discuter des possibilités de l'extermination massive des Juifs.
Bien qu'aucun ordre reliant directement Hitler aux exterminations des Juifs n'ait jamais été trouvé, Rudolf Hess, commandant du camp d'Auschwitz, et Adolf Eichmann, qui a été décrit comme l'architecte de l'Holocauste, dirent tous deux qu'un tel ordre avait bien existé et émis au début de l'été 1941. Dans son journal, Joseph Goebbels, ministre de la propagande du Reich, écrivait « Concernant la question juive, le Führer est déterminé à faire table rase. Maintenant, la guerre est mondiale. L'extermination des Juifs en est la conséquence inévitable. Nous ne pouvons faire de sentiments et n'avons pas à ressentir la moindre sympathie pour les Juifs. » Au cours de la réunion de Wannsee, les plans d'une solution finale furent établis. L'extermination en masse des Juifs débuta peu après. La machine de guerre allemande allait devoir faire face à une nouvelle coalition alliée. Les Américains combattaient les Japonais dans le Pacifique, mais ils étaient aussi sur le point de faire leur entrée en Europe avec 4000 soldats qui débarquèrent en Irlande du Nord. C'étaient les premières troupes US à mettre un pied sur le sol européen depuis que celles du corps expéditionnaire américain l'avaient quitté à la fin de la Première Guerre mondiale. Ils furent accueillis par Sir Archibald Sinclair, secrétaire d'État au ministère de l'Air, avec ces mots non dénués d'humour. « Votre arrivée marque une nouvelle étape de la guerre mondiale. C'est aussi un présage lugubre pour M. Hitler, mais ça risque d'échapper au général Tojo. » En vérité, le déploiement de troupes américaines en Angleterre avait été planifié depuis avril 1941, 8 mois avant Pearl Harbor. Des prestataires américains travaillaient déjà très dur pour construire des bases pour les 87 000 soldats que le département de la guerre prévoyait d'envoyer. Pour les GIs basés en Angleterre, il y avait quelques habitudes à prendre. Pour commencer, ils conduisaient du mauvais côté de la route, et les programmes de la BBC n'étaient pas exactement les mêmes que ceux auxquels ils étaient habitués. Le département de la guerre distribua un manuel nommé « Instructions pour les militaires américains en Grande-Bretagne » afin de les informer des particularités des Britanniques, leur pays, leurs habitudes. Le guide était conçu dans l'idée d'atténuer le choc culturel pour les soldats qui effectuaient leur premier voyage en Angleterre et pour beaucoup, leur premier voyage à l'étranger. Un passage disait « Les Britanniques ne savent pas faire le café, mais vous ne savez pas préparer une bonne tasse de thé. C'est une sorte d'échange. » Il y avait aussi des explications sur tout ce à quoi les GIs allaient devoir s'habituer, des unités de mesure à l'argent, au rationnement et au sport. Le baseball pouvait être le passe-temps national à la maison, mais en Angleterre, le cricket était le sport d'été par excellence. Pour les Américains, les subtilités de ce jeu restèrent hermétiques et peu attrayantes. L'arrivée en Angleterre d'une population riche venue de l'autre côté de l'Atlantique signifiait l'arrivée aussi d'approvisionnements américains. Les Anglais, spécialement les jeunes femmes, se voyaient maintenant offrir des biens qui étaient rationnés depuis 1940. Du beurre, du bacon, du sucre, du jambon et des œufs. Le fromage et les fruits en conserve firent leur apparition sur les tables de cuisine. Et comme par enchantement, il y avait abondance des bas en nylon et de chewing-gum. Le 9 février, le vieux dicton « La propreté, c'est la santé » était devenu un peu plus dur à suivre. Le savon venait d'être rationné, mais les Américains étaient venus avec tout ce qu'il fallait. Tout le monde était désireux d'être vu en train de faire son devoir. La famille royale britannique ne faisait pas exception. Le 25 février, la princesse Élisabeth, la future reine, s'engagea pour la durée de la guerre. Et pendant ce temps, à 10 000 kilomètres de l'Angleterre, les forces alliées reculaient en Malaisie. La campagne de 54 jours touchait à sa fin. À la consternation des Britanniques, les Japonais se rapprochaient de Singapour. Singapour était un important port stratégique, mais c'était aussi là que se trouvaient les principaux soutiens à la Chine.
Le soutien financier venait de l'ethnie chinoise Han et participa à ralentir l'avancée japonaise en Chine. C'était une raison de plus pour les Japonais de s'emparer de cette île. Les Alliés s'accrochaient, confrontés à des Japonais surmotivés. Pour le général Yamashita, c'était un moment de tension, comme il le rappellera plus tard. Mon attaque contre Singapour était du bluff, un bluff qui a marché. J'avais 30 000 hommes et notre infériorité numérique était d'1 pour 3. Je savais que si je devais combattre trop longtemps pour Singapour, je serais battu. C'est pourquoi la reddition devait être obtenue d'un coup. J'avais une peur permanente que les Anglais découvrent notre faiblesse numérique et nos manques d'approvisionnement, et nous forcent à un combat de rue qui se serait révélé désastreux. Singapour était sous le commandement du lieutenant-général Arthur Percival. À sa disposition, il avait environ 100 000 hommes venus d'Australie, de Grande-Bretagne et d'Inde, ainsi que des soldats recrutés en Malaisie et à Singapour. La stratégie nippone fut audacieuse. À minuit, le 7 février, les troupes japonaises débarquèrent sans opposition sur la côte nord-est de Singapour et donnant l'impression d'une attaque massive dans cette direction. Cependant, le lendemain, commença une attaque aérienne et un bombardement d'artillerie sur le nord-ouest de la côte. À 21h30, le premier assaut japonais sur Singapour fut lancé. Sans aucune considération pour les lourdes pertes causées par les mitrailleuses australiennes, vague après vague, les troupes japonaises débarquèrent avec succès. Vers minuit, les défenses des Australiens furent brisées. Le lendemain, l'aérodrome de Tanga tomba. Singapour tourna ses fameux canons côtiers de gros calibre vers l'intérieur des terres. Au moins ceux qui étaient capables d'être tournés. Ces canons étaient approvisionnés principalement avec des obus perforants, indispensables pour percer les coques blindées des navires de guerre, la raison d'être de ces canons. Si ces canons avaient disposé d'obus explosifs, les Japonais auraient subi de terribles pertes et ces pièces d'artillerie auraient pu aider à repousser l'avance japonaise. Ce ne fut pas le cas. Ces troupes maintenant bien établies sur les côtes nord, Yamashita avait pour nouvel objectif Bukit Timah qui protégeait l'approche nord-ouest de la ville. Yamashita exigea de Percival sa reddition, mais Percival avait des ordres stricts. Combattre jusqu'au bout. Un combat d'une violence extrême eut lieu entre la 18e division japonaise et les 1er et 2e bataillons du régiment malais, épaulés par des hommes de l'armée australienne. Les Alliés combattirent avec acharnement contenant les Japonais sur les plages jusqu'à minuit le 12 février, mais l'adversaire était trop important et le régiment malais se retira. Sur Bukit Chandu, les soldats alliés avaient épuisé leurs dernières munitions, mais refusèrent de se rendre. Ils affrontèrent les Japonais au corps à corps, mais c'était sans espoir. Dans l'après-midi du 14 février, Bukit Chandu tomba. Enragés par la résistance désespérée des soldats du régiment malais, les Japonais se vengèrent. Ils se ruèrent sur l'hôpital Alexandra, non loin de là, et exécutèrent à l'arme blanche tous les patients et les équipes médicales. Plus de 200 personnes moururent dans ce massacre insensé. L'avance japonaise avait forcé maintenant les troupes britanniques à se retrancher dans un périmètre autour de la municipality. C'était leur toute dernière ligne de défense. Les Japonais convergeaient tout autour d'eux. La fin approchait. Les réserves d'eau étaient tombées à un niveau critique et les stocks de nourriture, de carburant et de munitions s'épuisaient. Les pertes de civils augmentant poussèrent Percival à prendre la terrible décision de se rendre. Le 15 février 1942, à 6h15, dans une salle de conférence improvisée de l'usine Ford de Singapour, le général Arthur Percival remit la reddition de l'île au lieutenant-général Yamashita Tomoyuki.
C'était une brillante victoire pour le Japon car la prise de Singapour marquait la fin de la puissance britannique en Extrême-Orient. Du côté britannique, le télégramme de Percival au commandement suprême des forces américaines, britanniques, hollandaises et australiennes disait « Tous, quel que soit leur grade, ont donné le meilleur d'eux-mêmes. » Des 50 000 soldats capturés à Singapour, 18 000 allaient mourir de faim et de maltraitance dans les 3 années qui suivirent. Les Japonais firent de l'île le quartier général de leur armée sud, rebaptisant Singapour Shonan, c'est-à-dire Lumière du Sud. Les Japonais disposaient désormais des riches ressources de la Malaisie, contrôlaient le détroit de Malacca, le passage principal entre le Pacifique et l'océan Indien. À la suite de la défaite britannique à Singapour, les mouvements nationalistes commencèrent à réaliser que les vieilles puissances coloniales n'étaient pas aussi invincibles qu'elles le pensaient. Ce moment marqua le début du déclin de l'Empire. À partir de cette date, il est possible de tracer la spirale descendante de la puissance coloniale britannique. Singapour tombé, ailleurs, d'autres territoires de l'Empire britannique allaient être attaqués. Juste avant 10 heures, le 19 février, 188 avions japonais piquèrent sur Darwin. Ce fut une attaque de grande précision. Ce raid marquait le début des attaques contre l'Australie qui durèrent jusqu'en 1943. Les Australiens le vécurent comme leur Pearl Harbor, bien qu'il n'ait rien à voir avec celui sur la garnison américaine à Hawaï. Le bombardement fut brutal et intensif. Darwin était sans défense. 8 navires ancrés dans le port furent coulés, dont un destroyer américain, le USS Perry. 35 navires furent endommagés. Aucun des quelques avions alliés disponibles ne décolla. Tous furent détruits ou endommagés au sol. En seulement 40 minutes, les avions japonais avaient atteint leurs objectifs et retournaient à leur base. Mais une autre vague arrivait. Cette fois, il s'agissait de 54 bombardiers. Leur cible, la ville et l'aérodrome de Darwin. 250 dockers et ouvriers du port furent tués ce jour-là et 400 environ furent blessés. Les chiffres exacts des pertes furent cachés par le gouvernement australien afin d'éviter les mouvements de panique. Mais la panique existait bel et bien. Le 19 février fut un jour de réjouissance pour les Japonais, mais avant l'été, 4 des porte-avions impliqués dans cette attaque allaient être coulés au cours de la bataille de Midway. L'armée impériale triomphait dans le Pacifique et les ressortissants japonais vivant sur le sol américain allaient en subir les conséquences. Après Pearl Harbor, les Japonais n'étaient plus évidemment les bienvenus aux États-Unis. En réalité, les relations entre la communauté japonaise et le reste de la population américaine s'étaient dégradées au fil des années. Les fermiers qui pâtissaient de la concurrence de la main-d'œuvre immigrée pouvaient faire preuve de leur patriotisme en se méfiant de tous ceux qui étaient d'origine japonaise. Avant même Pearl Harbor, le président Roosevelt avait ordonné que soient collectés les noms et adresses de chaque Japonais, même de ceux nés sur le sol américain. Tous les étrangers ennemis des États de Californie, Oregon, Washington, Montana, Idaho, Utah et Nevada furent obligés de restituer ce qui était arbitrairement reconnu comme produit de contrebande. La liste comprenait, entre autres, les radios à ondes courtes, appareils photo, jumelles et armes diverses comme les couteaux de chasse et la dynamite utilisée par les fermiers pour défricher. Le congressman Leland Ford écrivait « Je ne crois pas que nous ayons été trop stricts envers les Japonais étant donné la traîtrise dont ils ont fait preuve. » Par un vote, la Californie raya de tout poste dans la fonction publique les descendants et ressortissants de tous les pays en guerre contre les USA. Des zones interdites furent établies pour les natifs des pays ennemis. Les Allemands, les Italiens et les Japonais reçurent l'ordre de quitter le front de mer à San Francisco.
Rapidement, tous ceux désignés comme étrangers indésirables furent déménagés loin des zones côtières américaines. Le procureur général de Californie, Earl Warren, qualifiait les Japonais de Californie comme le talon d'Achille de tout l'effort de défense civile. Et avertit, si rien n'est fait, nous aboutirons à un deuxième Pearl Harbor. Des fermes furent transférées des mains d'américano-japonais à des propriétaires ou coopératives américaines. Le souci principal était de maintenir la production à sa pleine capacité. Les fermiers américano-japonais reçurent l'ordre de poursuivre leurs activités avant d'être évincés. Toute destruction de culture serait punie comme sabotage. Le 19 février 1942, le président Roosevelt signa un ordre exécutoire pour commencer le recensement et l'évacuation des 120 000 américano-japonais vers l'un des 10 camps d'internement, officiellement appelés centres de réimplantation. Bien que les américano-japonais aient constitué l'écrasante majorité des habitants de ces camps, des milliers d'Américains, Allemands, Italiens ou d'autres origines européennes furent également forcés de s'y installer. Les conditions de vie dans ce camp n'étaient pas bonnes, mais n'avaient cependant rien à voir avec celles des camps de concentration construits par les nazis. En Europe, tout n'allait pas au mieux pour le Troisième Reich. Malgré le siège impitoyable de Leningrad, la ville refusait de céder. Leningrad était une des cibles principales de l'opération Barbarossa. Elle aurait dû tomber comme une feuille morte. Les premiers obus touchèrent Leningrad le 8 septembre 1941. L'armée rouge avait été débordée et les Allemands avaient encerclé la ville. Mais la ville n'était pas tombée comme l'avait imaginé Hitler. Elle refusait de se rendre. Elle allait résister 900 jours avec ses 3 millions de civils, dont 400 000 enfants. Au fil des mois, les conditions d'existence allaient irrémédiablement empirer. Janvier et février furent les mois les plus durs d'un hiver particulièrement froid. Le manque de carburant entraîna l'interdiction d'utiliser l'électricité dans les maisons, l'industrie et les militaires étant prioritaires. Le pétrole pour les lampes à huile était introuvable. Le bois était devenu la source principale de chauffage des maisons dans lesquelles les meubles et les planchers avaient souvent déjà été brûlés. La nourriture indispensable pour affronter le froid était presque inexistante. Si du pain était disponible, les habitants devaient faire la queue dans ce froid glacial en espérant qu'il en reste un peu lorsque viendrait leur tour. Entre janvier et février, 200 000 personnes moururent de froid et de faim. En dépit de ces pertes tragiques et des conditions de vie inhumaines dans la ville, l'industrie de guerre continuait à fonctionner. Sans chauffage, sans eau, presque sans électricité et avec très peu de nourriture, la ville refusait toujours de tomber aux mains des nazis. Les Allemands découvraient que leurs ennemis étaient particulièrement combatifs. Tandis que les Russes tenaient bon, Winston Churchill travaillait aux prochaines étapes de son combat contre Hitler. Dans les couloirs du pouvoir, les mots du Premier ministre britannique résonnaient aux oreilles de ses stratèges. « La Navy peut nous faire perdre la guerre, dit-il, mais seule la RAF peut nous la faire gagner. Notre effort suprême doit être d'obtenir une supériorité dans les airs incontestables. Les chasseurs sont notre protection, mais seuls les bombardiers peuvent nous offrir les moyens de la victoire. » Le jour de la Saint-Valentin 1942, le 14 février, le Bomber Command publia sa directive numéro 22 qui mettait fin à la politique de protection des avions de la RAF, ce qui n'excluait pas une grande prudence lorsque les conditions météo étaient trop mauvaises ou que les risques étaient trop importants. Avec le nouveau bombardier Lancaster qui entrait en service, équipé du nouveau système de navigation appelé G, le Bomber Command espérait que la localisation des cibles serait un peu plus facile. 9 jours plus tard,
une des figures les plus marquantes de la Seconde Guerre mondiale prit son nouveau commandement. L'air Marshal Arthur Bomber Harris fut nommé commandant en chef du Bomber Command. Harris était totalement convaincu que le bombardement de l'Allemagne pouvait la mettre à genoux et que frapper des coups décisifs allait accélérer la victoire. Au début du mois de mars, ces bombardiers frappèrent l'usine Renault à Billancourt, en banlieue de Paris. D'importants dommages furent causés à l'usine, mais malheureusement de nombreux ouvriers français furent tués. Cependant, ce raid couronné de succès eut un impact positif sur le moral des équipages des bombardiers. La même nuit, le Lancaster fit ses débuts opérationnels en larguant des mines au large du port de Brest. Des 235 avions de la RAF qui décollèrent, seul un ne revint pas. 5 jours plus tard, la RAF effectua un raid contre Essen, siège des usines Krupp. Krupp produisait des sous-marins, des chars, de l'artillerie, des canons de marine, des munitions et bien d'autres armes. Les résultats furent décevants, obligeant les bombardiers à revenir encore et encore. En effet, si les usines étaient les cibles principales, des ordres nouveaux concernaient la ville même. C'était un prélude à ce qui allait suivre, c'est-à-dire l'application de la nouvelle tactique de saturation de zone. La RAF engagea 234 avions dans une attaque incendiaire massive contre Lübeck sur la Baltique. La ville fut dévastée. Hitler, dans sa folie, ordonna à la Luftwaffe de bombarder les villes britanniques historiques en représailles. Mais Harris ne dévia pas de ses objectifs. À la fin du mois de mai, 900 bombardiers furent envoyés sur Cologne. Les bombardiers portant désormais le combat au cœur de l'Allemagne, la guerre en Europe prenait un tour nouveau, favorable aux Alliés. Hitler allait découvrir que les Alliés n'étaient pas prêts d'abandonner. Il allait devoir faire face à une RAF renaissante, une Amérique puissante et une Russie obstinée. Dans le Pacifique, bien que les Alliés aient été sévèrement battus par les Japonais, les bases d'une contre-attaque étaient en préparation. L'arrivée de troupes américaines à Nouméa en Nouvelle-Calédonie incitait à penser que celles-ci allaient partir à la conquête de Guadalcanal, le premier d'une longue liste d'assauts amphibies contre les îles du Pacifique. Les batailles de la mer de Corail et de Midway allaient démontrer aux Japonais que leur emprise sur leur nouvelle possession allait vite prendre fin. Oui, les Alliés passaient vraiment à la contre-attaque.